C'est presque l'été. Et le ciel est de plus en plus irréel. Ordinairement irréel. Bleu pâle, blanc, sale d'une sorte de brume de chaleur, uniformément souillé. Visuellement, on s'entend, pour le reste, je ne sais pas. Quand je dis « je ne peux pas le savoir », on me dit « mais Claire Sévrac ». Oui, j'ai pas lu. C'est vrai, j'avoue, je n'ai pas lu. C'est tellement un classique que je ne l'ai pas lu. Les sels d'aluminium. Les plantes, les semences résistantes à l'aluminium. Intéressant. Et j'ai déjà pris quelques photos ce matin. J'avais dit que j'arrêtais parce que j'ai déjà pris toutes ces photos et de chez moi, c'est pas spectaculaire mais ça s'intensifie. Et j'ai vérifié, au moment où j'ouvre la porte, un avion laisse une grande traînée qui raye l'ensemble du ciel et puis quelques instants après, j'entends un vrombissement. Je vois un deuxième avion, là-bas au loin, une traînée parallèle au premier, mais ce n'était pas celui-là. Celui qui vrombissait si intensément était au-dessus de ma tête, sur une trajectoire moins connue. Tiens, celle-là, je ne l'ai pas vérifiée. Non, l'appareil était en bout de course, question batterie, et juste ça, je n'ai pas pu le vérifier. Mais celui-là n'avait pas la trajectoire ordinaire, il faisait une trajectoire ouest-est par-dessus les multiples trajectoires nord-sud, ce qui, vous l'avez compris, faisait une croix. Et comme à ce moment-là, un des grands rubans du passage précédent, ouest-est, était en train de bien s'estomper devant le soleil, la lumière devenait franchement à la fois blafarde et violente. Je regarde le ciel et c'est comme quand on a regardé le soleil. Juste le ciel par l'ouverture de la porte. Et ça me reste devant les yeux, ça me brûle. Ça me brûle la gorge aussi. Vous remarquez peut-être que depuis quelque temps, ma voix n'est plus toujours aussi claire. Il y a quelque chose dans la gorge. Un petit peu dans les poumons aussi. Presque rien. Mais je l'entends chez d'autres personnes aussi. Le nez, la voix. C'est subtil. Mais oui, il faut que ce soit subtil pour qu'on s'habitue. Pour qu'on ait le temps d'oublier. Mais moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas qui j'ai été ou... Je n'oublie pas comment tout ça m'arrive, je veux dire la corrélation entre les altérations même subtiles de mon état personnel et les choses que j'ai nettement remarquées. Alors nous sommes au seuil de l'été, dans le culte crypto-solaire, des adorateurs du soleil, des adorateurs du ciel de sang. Le 21 n'est pas le début de l'été, c'est le temps fort de l'été, c'est le milieu de l'été. Dans les cultes païens, cette fête s'appelle milieu de l'été. En suédois, on dit toujours Midsommar. Je sais, j'en reparle chaque année, mais c'est comme ça. C'est une célébration cyclique. Non, pas la Midsommar, le fait d'en parler. Milieu de l'été. Ce qui correspond au calendrier chinois, donc chinois taoïste, enfin la culture taoïste. Le 21 juin, c'est le milieu de l'été. Les saisons ne sont pas décalées, pas franchement, elles le sont un peu, mais il y a ces systèmes d'intersaisons. Il n'y a pas 4 saisons. Il y en a 5 avec des intersaisons. Il y a ce phénomène d'intersaison. Déjà, les saisons sont un peu plus flottantes, c'est un peu moins net le moment où on passe d'une saison à l'autre. Donc, ce qui est net, c'est le milieu de l'été, le milieu de l'hiver. Vous comprenez ? L'équinoxe comme milieu de la saison intermédiaire. Solstice, équinoxe forment une croix. Donc la saison, pour nous ou pour moi, est divisée sur une base carrée, 2 x 2, une double division en 2. Mais pour les Chinois, même si ceci n'est peut-être pas faux, eh bien, selon la loi des 5 mouvements, et non pas des 5 éléments, ce sont 5 mouvements. La pensée est radicalement différente quand on comprend ça. Eh bien, il y a 5 saisons. Il y a une intersaison qu'on appelle l'été indien. J'avais aussi vu dans une représentation du calendrier que il y avait non seulement cette 5e saison appelée intersaison, été indien, donc après l'été, août-septembre,
Mais il y avait aussi des petites périodes intercalaires entre les saisons. C'est-à-dire, on passe pas nettement de l'automne à l'hiver, nettement de l'hiver au printemps, etc. D'ailleurs, il faut savoir qu'à partir du 24 décembre, la sève remonte dans les arbres. Ah, pas de beaucoup, c'est sûr. Mais le mouvement est amorcé. Le mouvement d'élévation qui suit le mouvement de descente. Alors, il y a à la fois encore un peu de descente, enfin les influences du mouvement de descente, les influences de la stagnation des 3 jours de mise au tombeau, où le ciel, le soleil, vous savez, cesse de se mouvoir à l'horizon, et puis les influences d'élévation. Les choses sont intriquées, vous savez, elles le sont plus ou moins nettement. J'allais dire elles le sont plus ou moins, mais disons elles le sont plus ou moins visiblement. Et personne ne voit. Oh, il fait pas beau. Oh, il pleut. Oh, il fait chaud. Personne ne lève les yeux. Dissonance cognitive maximum. Vous attendez encore les zombies, les gars? Vous croyez qu'il va y avoir un événement qui va vraiment transformer les gens en zombies? Mais comment est-ce que vous voulez qu'ils soient plus zombies que là? Ah oui, je sais, il faut jamais dire ça, ça peut toujours être pire. Ben oui, c'est le monde de la chute et de l'involution. Donc même, c'est pas que ça peut être pire, c'est que c'est le principe, le protocole même. Alors oui, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une épidémie de bactéries, c'est leur prochaine arme. On peut s'attendre à... Que dire? Et cette personne, ma correspondante, qui s'était un peu agacée contre moi parce que je m'étais un peu agacée contre elle et qui disait mais arrêtez de regarder le ciel, il y a les bases souterraines avec des trucs dedans, le ciel ça fait rien, les plantes continuent de pousser. Oui, mais c'est une citadine. C'est une citadine et ce n'est pas une cultivatrice. Non, ça n'est pas sans conséquence. Les arbres meurent. Meurent-ils des ondes? Meurent-ils des pluies acides? Vous voyez comme je m'auto-censure là? J'aurais pu dire épandage et 5G. Prudemment, je ne les ai pas mis dans la même phrase. Et pour ceux qui se demandent pourquoi ma chaîne a été supprimée, non, ce n'est pas... Ah oui, ça ferait plaisir à certains. Parce que je dis trop de conneries. Non, les chaînes YouTube ne sautent pas pour ça. Sinon, il y en aurait peut-être plus beaucoup. Non, c'est pas parce que je dis des choses sur la Terre plate. Non, pas du tout. C'était par rapport, en tout cas le prétexte était le fait de contrevenir au règlement sur la nudité et les contenus à caractère sexuel, tout ça. Il me semble pas avoir montré tant de nudité, ou alors montrer des fesses, c'est pas possible. Parce que souvenez-vous, tous les contenus un petit peu... parce que souvenez-vous, tous les trucs franchement nus ou pornographiques ne sont pas disponibles sur YouTube. Ou alors floutés, enfin cachés. On n'interdit pas une chaîne pour cause de platisme. On l'interdit pour cause de transvestigationnisme, remise en question du dogme pasteurien, choses comme ça. Négationnisme de certaines choses. Oui, je précise parce que négationnisme, c'est un mot qui a été forgé pour les négationnismes d'une période de l'histoire. Mais en soi, négationnisme, c'est le fait de nier quelque chose. Vous voyez, un mot, une seule situation possible. Voilà qui réduit notre façon de penser, notre capacité à réfléchir. Je vous en prie encore une fois, réfléchissez bien aux mots que vous employez. Surtout ces mots anglais. Je sais, ça fait cool, ça fait brancher, et puis surtout, ça exprime tellement bien que quelque chose qui n'est pas exprimable en français. Ah ouais? Eh ben si c'est pas exprimable en français, c'est peut-être que tu connais pas si bien ta langue. Ou alors pas si bien l'anglais. Je m'étais intéressée à la langue finnoise, le finnois, cette énigme linguistique. Pas tellement parce que c'était une énigme, enfin aussi un petit peu, mais surtout parce que je trouvais que c'était une langue magnifique. J'avais entendu un groupe de musique au départ traditionnel, puis qui s'était de plus en plus orienté vers cette version de la musique traditionnelle, je sais pas moi, progressiste, un peu féministe, enfin je sais plus,
je sais pas exactement de quelle étiquette il s'affuble, mais un groupe phare et historique de la scène traditionnelle finlandaise, la scène finlandaise tout court, Värtina. Ça s'écrit V-A-R-2-T-I-N-A. Et c'était tellement beau chanter, mais parler c'est pas très différent finalement. Tellement beau que je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que j'apprenne cette langue. Juste pour le plaisir, pas pour aller... Oui, la Finlande, c'est tout petit, il fait froid, il y a rien à voir, les gens sont bas du plafond. Non, c'était pas pour... comme les gens qui disent « Ouais, moi j'apprends l'espagnol, comme ça je peux voyager dans toute l'Amérique du Sud. » Ouais, moi c'était pas pour ça. Je me dis si j'apprenais le finlandais, le finnois, je voyagerais en Finlande. Il est où le problème, quoi? Non, c'est ça, l'amour de la connaissance. Oui, parce qu'un langage, une langue, je veux dire, c'est toujours une forme de connaissance. Parce qu'il y a des subtilités dans les langues, même quand elles sont calquées sur le même modèle. On dit l'indo-européen, on dit que les langues européennes sont très différentes des langues asiatiques, tout ça. C'est vrai jusqu'à un certain point. Il y a toujours un moment où c'est un peu la même chose. Les langues qui sont vraiment, vraiment très différentes, et ça va être difficile de les étudier bien sûr, c'est des langues qui ont été parlées par des tout petits groupes humains, qui étaient beaucoup plus proches de la nature, des cycles naturels, tout ça. Là, on a des trucs vraiment très très différents dans la gestion de la perception du temps, passé, présent, futur, ils ont pas ça. Dans le décompte, 1, 2, plusieurs. Dans la perception du moi, du soi, il n'y a pas forcément je, tu, il, enfin des choses comme ça. Mais bref, revenons au finnois, et mon professeur, qui voulait pas m'intégrer dans les cours collectifs parce que l'année était déjà un peu avancée, elle voulait me donner des cours particuliers, parce qu'en fait les cours particuliers elle se les mettait dans la poche, alors qu'elle était déjà payée par l'institut finlandais pour donner des cours, ces cours collectifs. Ça je l'avais compris plus ou moins, mais bon, voilà, ça avait peu d'intérêt, au bout d'un moment j'ai arrêté quoi. Mais ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que la langue finnoise actuelle est absolument truffée de mots d'anglais, de mots de l'américain en fait. Elle est colonisée. Et qu'il restait, qu'est-ce qu'elle m'avait dit, 30% ou 10%, ou je sais pas, pas beaucoup de pourcents finalement. C'est quand même suffisamment pour que ça s'entende, mais un certain pourcentage de la langue originelle. Que sinon, cette langue avait emprunté à l'anglais, du moins aux racines internationales, vous savez, justement, international, hôtel, gouvernement, il y a plein de mots comme ça, c'est les mêmes en français, en anglais, peut-être pas en allemand, mais en italien, en espagnol, ils sont transcrits, pas vraiment traduits, mais ce sont des mots un peu comme ça, passe-partout. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y a ces mots-là, et puis il y a les mots anglais, prononcés plus ou moins avec la prononciation anglaise, ou plus ou moins adaptés comme nous, quand on dit parking ou basket. Donc c'était un peu décevant pour moi, parce que j'abordais la langue finnoise avec cet imaginaire de contes, de légendes et de chansons traditionnelles. Et voilà que je débarquais dans le monde des ricains. Donc j'étais déçue. Ceci ne concerne pas que le finnois. Ceci ne concerne pas que le suédois. Ceci concerne également le français, mais pas que le français. Cette langue internationale de décervelé, où les mots sont relativement approximatifs, où on prend un mot d'une autre langue qu'on comprend mal. On le comprend, mais c'est pas notre langue, il ne fait pas sens comme un mot de notre langue. Pour remplacer un mot qui existe dans notre langue, et que nous ne connaissons pas, maîtrisons pas, n'utilisons pas à bon escient. Par exemple, quelqu'un qui disait tout le temps, comme en anglais, vous savez, en américain, pour dire bougez pas, on dit freeze, freeze, disent les services spéciaux, vous savez, les Robocop américains, quand ils encerclent des malfaiteurs ou des suspects, ils disent freeze, F-R-2-E-Z-E. Ça veut dire, en anglais, freeze, ça veut dire geler.
On dit ça aussi en suédois pour dire rester immobile ou s'immobiliser, un peu comme dans 1, 2, 3 soleil, là. Et ils emploient le même mot, ils emploient le mot geler, frysa. Et en français, on dit se figer, on ne dit pas geler. Geler, ça va renvoyer à d'autres choses, genre je me gèle, ça veut dire il fait froid, ou on gèle, ou ça gèle, ça veut dire il fait froid. Et ce garçon-là, il le disait carrément en anglais, en franglais, pour dire ouais, il s'est frisé, il se frise. Ah, tu le parles de ça, il se frise, donc il se fige. Non, il se frise pas. En français, friser, ça veut dire boucler intensément pour les cheveux, quoi. Friser les moustaches, friser les cheveux, voilà. Et il y a un mot pour ça, c'est se figer. Figement, qui est l'un des 3 trucs, là, vous savez, quand on peut ni combattre ni fuir, on se fige, on laisse passer. C'est un processus qu'utilisent les êtres vivants pour échapper au danger. Et c'est le processus par lequel, en fait, les traumas s'ancrent en nous. Quand on peut ni fuir ni combattre, et qu'on se fige, et qu'on n'a pas évacué la tension créée lors de ce figement, le trauma s'ancre dans le corps. Et on a tout un tas de manifestations qui s'amplifient avec le temps, ou même parfois qui ne se déclenchent qu'à retardement. Les traumas vécus dans l'enfance et la petite enfance vont générer des manifestations corporelles à partir de l'âge adulte, à partir de la trentaine, de la quarantaine. Ça commence à être bien documenté tout ça. Puis moi qui vous en parle, vous avez compris, quoi. Vous entendez au ton de ma voix cette lassitude? C'est le ton et le timbre de voix qui correspondent tellement bien à ces jours mornes qui devraient être des jours de floraison, petites framboises cachées sous la feuille, mises à fruits ou tout du moins mises à fleurs des tomates, des courgettes, de tout ce petit monde du potager, promesse de récolte future, de récolte très prochaine. Oiseaux qui chantent dans ce silence immobile en attendant l'orage. Tiens, à propos d'orage, ça fait quelques soirs qu'il y a des orages secs, avec des éclairs fantastiques. Ah, je les vois à travers le rideau, le petit rideau brise-bise de la cuisine. Et puis le temps que je me précipite, bien sûr, l'éclair est passé. Regarder un éclair, essayer de voir un éclair après qu'il soit passé, c'est comme essayer de regarder une étoile filante. Où ça? Elle était où? Non mais elle est passée. Et à propos d'éclairs, justement, une personne d'origine vénézuélienne me dit qu'au Venezuela, il y a un village, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un village où il y a des éclairs toute l'année. Toutes les heures, tous les jours de l'année, tout le temps. Et c'est une curiosité, une singularité. Pour moi, ça fait partie de ces choses qui me mettent la puce à l'oreille. Je ne sais pas de quoi. Non, tu ne sais pas de quoi. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu sais pas pourquoi. Ouais, mais tout s'explique, ça s'explique parce que. Ouais, ça s'explique parce que. Mais vu d'un peu plus loin, même si ça s'explique parce que, pourquoi est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça nous dit? Surtout, qu'est-ce que ça nous montre?